Salut tout le monde! Ben, bonjour, bienvenue dans ce deuxième cours. Ben oui, on est déjà rendu au deuxième cours. Merci beaucoup d'avoir écouté le premier cours. Puis là, si vous êtes vraiment super à l'affût, vous allez dire « Il est habillé pareil que lors du dernier cours. Mon Dieu, il se change pas. » On dira pas que le pouvoir de l'enregistrement fait en sorte que j'ai enregistré mon émission tout de suite après la première, mais c'est peut-être pas ça. Peut-être que je l'ai enregistré une semaine. Peut-être que ça fait déjà 3 semaines que c'est enregistré. En tout cas, bref, aujourd'hui, on va continuer. Là, on va au dernier cours. Si vous avez bien écouté, on a parlé donc de qu'est-ce que ça prend pour être considéré comme un État, donc les attributs constitutifs d'un État, puis aussi la séparation des pouvoirs et aussi les limites que peuvent avoir cet État-là. Donc les États ne sont pas tout puissants, ils ont des limites qui font en sorte qu'ils contrôlent. Là, aujourd'hui, on va s'attarder à la prochaine partie qui est les organisations de pouvoir politique. Qui justement gèrent un petit peu ces gens au pouvoir-là. Mais pas qu'ils gèrent, mais tu sais, je veux dire, ce sont des organisations qui regroupent, je vous dirais, soit des gouvernements, ou des fois, ce sont on appelle ça des ONG, des organisations non gouvernementales. Mais nous, on va s'attarder à une organisation en particulier, parce je peux pas parler du chapitre pouvoir sans vous parler spécifiquement de l'Organisation des Nations Unies, qui est une organisation quand même assez exceptionnelle. D'ailleurs, j'ai une petite vidéo de présentation de ce qu'est justement l'Organisation des Nations Unies, mais je vais vous inviter à aller la regarder vous-même pour faire en sorte que la vidéo elle soit un petit peu plus courte. Vous pourrez aller, parce que le Prezi, il est en ligne, donc vous irez voir. C'est un petit vidéo qui est fait quand même relativement bien. C'est pas le meilleur, mais je l'ai trouvé une vidéo qui était pas trop longue pour vous donner un petit peu l'historique très rapide de la création de l'organisation. Mais très vite, l'Organisation des Nations Unies, c'est une organisation qui a été créée après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que après la Deuxième Guerre mondiale, on s'est dit plus jamais. Il y avait dit ça également à la fin de la Première Guerre mondiale. Il avait créé la Société des Nations. Il avait dit plus jamais, puis là, ça a été un epic fail. Mais après la Deuxième Guerre, ils ont dit, les pays gagnants se sont dit, hey, on va se réunir ensemble et on va essayer de former justement une organisation pour s'assurer de vérifier, de checker, de regarder comment les choses vont évoluer à travers le monde et de mettre notre grain de sel s'il y a des problématiques pour qu'il n'y ait plus jamais ces horreurs qui se sont passées depuis la Deuxième Guerre mondiale. Puis d'une certaine façon, ça a été quand même bien réussi à ce niveau-là, parce qu'il n'y a pas eu de Troisième Guerre mondiale encore. Mais vous allez voir que les Nations Unies, c'est une organisation qui est légèrement désuète. Okay? Là, on va regarder des informations en vrac. Dans vos notes de cours, là, il y a plein de petits carrés, là, puis il n'y a pas d'ordre nécessairement, mais donnons des informations sur l'Organisation des Nations Unies. Comme vous voyez l'écran, ce que vous voyez présentement, c'est l'endroit où vont se réunir à New York les gens, pendant les assemblées générales là, des Nations Unies qui vont avoir lieu à New York, qui est le siège social. Mais vous voyez, ça ressemble un peu à ça. C'est comme une grande salle placée avec un lutrin en avant. Puis tous les gens que vous voyez là, ce sont tous des gens des différents pays. Ils vont se réunir plusieurs fois dans une année pour discuter de sujets qui peuvent être importants, qui peuvent être débattus. Est-ce que l'ONU a un très grand impact dans les décisions politiques de la planète? Ben ça, on aura l'occasion de s'en reparler. Alors, allons-y avec quelques informations en vrac. Donc, premièrement, la première version des Nations Unies, c'est ce qu'on a appelé la Société des Nations, qui a été fondée en 1920, donc comme je vous ai dit, après la fin de la Première Guerre mondiale. Une guerre qui a été très désastreuse, hein, puis une guerre... je dirais que le film 1917 qui est sorti cette année, c'est un film qui vous présente quand même sommairement relativement bien les horreurs de la Première Guerre mondiale, mais des jeunes gens qui sont morts dans une guerre qui avait pratiquement aucun sens. Mais à la fin de cette guerre-là, on s'est dit plus jamais. Et puis la Société des Nations est née. Puis la Société des Nations, ils ont fait une grosse erreur, c'est qu'ils ont étouffé littéralement l'Allemagne. Et puis, vous savez ce qui est arrivé en étouffant complètement un pays, mais le pays a voulu se soulever. Et c'est ce qui est arrivé par la suite. Donc, c'est pour ça que la Société des Nations, c'est un peu raté. Le siège social de l'ONU est à New York et a été achevé en 1952. Une architecture qui est, ma foi, des années 50. Hein. Moi, je me suis toujours dit que ça doit coûter très cher aux laveurs de vitres de cet édifice-là, mais c'est un édifice qui est très
qui est très reconnu partout à travers le monde. Ensuite de ça, on a la création officielle de la Charte constitutive des Nations Unies le 24 octobre 1945 et qui a été signée par 51 États. Donc, c'est tout de suite donc après la Deuxième Guerre mondiale. C'est 51 États qui ont signé cette fameuse Charte constitutive. Dans cette Charte constitutive, il y a 3 éléments. Puis là, vous avez 2 bulles, là, donc ce que je vais vous indiquer, ça va dans les 2 bulles. Là. Donc, c'est quoi les buts des Nations Unies? Donc, dans la Charte constitutive, le numéro 1, c'est de maintenir la paix et la sécurité internationale. C'est quand même pas une mince tâche, on s'entend. Le deuxième, c'est de développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe d'égalité. Et vous voyez ici les casques bleus. On a créé d'ailleurs les casques bleus avec l'Organisation des Nations Unies. Les casques bleus qui existent principalement pour, je dirais, maintenir la paix. C'est ça le but en premier. Vous voyez, le but, c'est pas d'imposer la paix, mais c'est de maintenir la paix. Ça, c'est un élément qui est très, très important à comprendre parce que les casques bleus sont pas là pour faire la guerre, sont là pour essayer de s'assurer que la paix soit maintenue. Et ça, c'est un élément qui est très important que vous devez avoir en tête. Et le numéro 3, c'est de réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire. Dans le fond, l'ONU est là pour, s'il y a des problèmes, qu'il soit là comme un arbitre. Pas pour imposer quelque chose, mais pour s'assurer que tout se passe bien. Ils sont là pour régler des problèmes humanitaires et ils ont plein d'organismes qui existent pour essayer d'assurer une certaine coopération internationale, comme par exemple l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qu'on a beaucoup entendu parler dans les dernières semaines. Mais c'est une organisation qui est gérée par l'ONU. C'est donc une organisation qui est en théorie gérée par l'ensemble des 195 pays qui forment l'Organisation des Nations Unies. Et je vous rappelle que les États-Unis ont coupé leurs fonds à l'OMS à cause de certaines choses qu'ils ont dit que M. Trump n'était pas d'accord. Bref, ça, on pourra en reparler très longuement. Donc, ce sont des informations en vrac sur l'ONU. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, par exemple, sur cette organisation-là. Mais, oui, hein, bon, excellent. Hein, c'est ça, enseigner à la maison. C'est-tu le fun? C'est très le fun. Mais on coupe rien. On fait comme si rien n'était, comme si quelqu'un venait de cogner à la porte de la classe. OK. Alors, on va parler maintenant des principaux organes des Nations Unies. Donc, qu'est-ce qui forme les Nations Unies? Alors, dans un premier temps, encore une fois, vous avez toutes ces choses-là inscrites dans vos feuilles de notes, là. Donc, dans un premier temps, on a l'Assemblée générale. Alors, l'Assemblée générale, c'est le fameux bâtiment que je vous ai présenté tantôt, là. On a un autre angle dans cette image-là. Alors, elle est composée de tous les pays membres. C'est écrit 192, mais aujourd'hui, changez ça, c'est 195 en 2020. Donc, il y a 195 pays membres. C'est un forum de discussion. Okay? Donc, les gens, ils vont se réunir là. Puis, ils vont discuter ensemble. Donc, vous avez un lutrin en avant. Les gens vont avoir un temps prédéfini pour parler. Puis, tous les membres des pays sont là pour écouter, pour apporter ça ensuite de ça dans leur pays. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de l'année, on a regardé le fameux documentaire de Leonardo DiCaprio. Ben, ce documentaire-là, on le voit à la fin parler justement devant cette Assemblée générale pour parler de ces fameuses notions là, par rapport à l'environnement. Et il y avait un temps, on a toujours un temps limite à chaque fois que vous allez parler, parce qu'évidemment, on ne peut pas laisser parler le monde sans arrêt, ça serait à peu près interminable. Donc, l'Assemblée générale, c'est quand même un organe très important de l'Organisation des Nations Unies, qui regroupe l'ensemble des participants des 195 pays. Ensuite de ça, vous avez le secrétaire. Donc, le secrétariat, qui, je vous dirais, est comme le porte-parole des Nations Unies. C'est pas lui qui mène, c'est pas le boss, mais c'est la tête d'affiche. Okay? On dit qu'il y a un rôle de médiateur. Là, présentement, c'est M. Antonio Guterres, qui est le secrétaire général des Nations Unies. Et je vous dirais que c'est une fonction qui est très, très prestigieuse. C'est une fonction qui, les gens qui sont là, c'est pas n'importe qui se ramasse à la tête de l'ONU. Il faut quand même être élu par l'ensemble des membres de l'Assemblée générale. Et on a un mandat qui dure 5 ans, qui peut être reconduit. Je pense que ce ne sont que des hommes qui ont été secrétaires généraux. Peut-être que je me trompe, mais souvent ce sont quand même des personnes qui sont d'une très grande influence. Donc, le secrétaire, donc vous avez l'Assemblée générale, le secrétaire. Ensuite de ça, nous avons le Conseil de sécurité.
Le Conseil de sécurité. Laissez-moi prendre ma limonade. Vous ne me verrez jamais boire du café ou des limonades en classe, mais sur mon bureau, dans mon sous-sol, je peux bien prendre des limonades. Bon, le Conseil de sécurité, c'est l'organe qui cause problème. Je vous ai dit que l'ONU, c'est une organisation désuète parce que malheureusement, c'est une organisation qui pourrait faire tellement de choses, mais elle est ralentie par plusieurs éléments. Un des premiers éléments, c'est le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, il est formé. Okay, le Conseil de sécurité, dans le fond, prenez ça comme étant l'entité le plus important de l'ONU. C'est eux autres qui prennent les décisions. Okay? Le Conseil de sécurité, il est formé par 5 membres permanents. Donc, ce sont 5 pays qui ont toujours été là depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui sont permanents, sont toujours là. Puis là, vous les avez là, hein, vous les reconnaissez. Là, si j'étais en classe, je vous dirais de me nommer. Mais là, ça ne me donne rien d'attendre. Donc, vous avez l'URSS à l'époque, la Russie aujourd'hui, la Chine, la France, les États-Unis et le Royaume-Uni. Eux autres sont toujours là. Okay? Et vous avez 10 pays qui sont non permanents, qui eux autres sont élus pour 2 ans. D'ailleurs, le Canada aimerait beaucoup ça retourner au Conseil de sécurité. Justin Trudeau travaille très très fort là-dessus. En tout cas, travaillait très fort avant le début de la pandémie. Mais l'ONU ne voulait pas du Canada depuis Stephen Harper, pour des raisons qu'on pourrait étudier historiquement. Mais le Canada a comme beaucoup de travail à faire pour revenir dans les bonnes grâces de l'ONU. Ça va peut-être venir éventuellement, mais là, de toute façon, on s'en fout un peu avec tout ce qui se passe présentement. Mais tout ça pour vous dire que le Conseil de sécurité, c'est eux autres qui prennent leurs décisions. Fait que je donne un exemple. Il se passe quelque chose, je sais pas moi, en Afrique, dans un pays africain. Il y a, je sais pas, un génocide. Mais est-ce que vraiment un génocide? Bon. On s'en va à l'Assemblée générale, on en discute, on dit on devrait faire quelque chose, on devrait les aider. Donc, à l'Assemblée générale, c'est là qu'on va débattre de différents sujets. Sauf qu'il n'y a jamais aucune décision qui sont faites à l'Assemblée générale, ce ne sont que des recommandations. Puis après ça s'en va sur la table du Conseil de sécurité. Et là, le Conseil de sécurité, ils sont 15. Donc là, eux autres, ils vont voter pour ou ils vont être contre. Et là, le gros problème du Conseil de sécurité qui existe depuis 1945 et qui fonctionne toujours de la même façon, c'est que, admettons que sur les 15 pays, il y en a 14 qui disent pour et qu'il y a un pays qui dit contre et que ce pays-là est un des 5 membres permanents, ben c'est non. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée. Les 5 membres permanents ont un veto exclusif. Un veto exclusif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y en a un des 5 membres, pas une décision démocratique des 5 membres, s'il y en a un seul qui dit non à une recommandation, ben c'est non. Ça finit là. Vous comprenez que c'est complètement ridicule, ça ne fonctionne pas. Et regardez, c'est qui exactement ces 5 personnes, ces 5 pays-là? Ce sont des pays qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Regardez, l'URSS, les États-Unis, ils se détestent depuis les années 50. Vous avez la France, la Grande-Bretagne, qui ont toujours été en chicane depuis que l'être humain existe quasiment. Et vous avez la Chine, qui est toujours un peu au milieu de tout le monde a toujours un peu de misère avec la Chine. Fait que ces 5 membres-là se détestent. Alors, dans l'histoire, depuis 1945, si vous voyez les statistiques, la quantité de fois qu'il y a eu un non, parce que c'était, par exemple, une décision qui était pour les Américains, mais les Russes disaient non, ou quelque chose qui était pour les Français, puis la Grande-Bretagne disait non, le Conseil de sécurité est une organisation très désuète. La façon de fonctionner, c'est désuet, et ça ne changera pas. C'est ancré dans la Charte constitutive des Nations unies. Donc, c'est un organe qui est très important et c'est un organe qui fonctionne tout croche. J'espère que je vous l'ai fait bien comprendre. Ensuite de ça, on a la Cour internationale de justice, qui est un autre organe très important, qui est formé par 15 juges qui sont issus de pays différents, élus par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité. Quand on dit élus par l'Assemblée générale, on peut rire un petit peu, mais c'est que l'Assemblée générale va faire ses recommandations et c'est le Conseil de sécurité qui va accepter. La Cour internationale de justice, c'est super beau comme organe de l'ONU parce que s'il y a un problème entre 2 pays, ben, au lieu de partir en guerre, ils peuvent aller à la Cour internationale de justice et demander l'avis de cette cour-là pour régler le problème. Genre, je sais pas moi, le Japon et la Norvège ont de la difficulté pour une zone de pêche.
Puis au lieu de rentrer en guerre, ben, ils vont à la Cour internationale de justice. Vous avez 15 juges qui sont neutres, qui vont dire, oui, on est d'accord avec le Japon, oui, on est d'accord avec la Norvège. Là, je dis n'importe quoi, là, c'est pas un exemple que je vous donne, c'est un exemple, pas quelque chose de réel, là. Mais c'est juste pour vous dire que la Cour internationale de justice, c'est quand même très noble, c'est bien fait, c'est quand même, je vous dirais, bien pensé comme idée. Sauf que la requête, il faut qu'elle soit conjointe. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que les deux pays acceptent d'aller à la Cour internationale de justice. Le Japon peut pas dire, moi, je vais à la Cour internationale, puis la Norvège dit non, puis là, ça s'arrête là. Il faut que les deux soient d'accord. Okay? Vous comprenez le principe, c'est très important. Ensuite de ça, on a toutes les institutions spécialisées. Et oui, vous devez prendre en note les acronymes. Ça fait des belles questions d'examen. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Organisation mondiale de la santé, le Programme des Nations unies pour l'environnement. Évidemment, vous pouvez peser sur pause pour prendre des notes. Vous avez l'OACI. En passant, il y en a beaucoup plus que ce que je vous indique là. Là, je vous ai donné les principaux. Pourquoi j'ai mis l'OACI? Parce que le siège social est à Montréal. Vous avez le Programme alimentaire mondial qui sert beaucoup à donner justement de la nourriture dans les pays qui en ont besoin. L'UNICEF qui est de United Nations, en tout cas c'est en anglais, mais c'est le Fonds des Nations unies pour l'enfance. Le CPI qui est la Cour pénale internationale. L'UNESCO qui est l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture. On aura l'occasion de parler de l'UNESCO quand on parlera justement du pouvoir culturel. Fait que vous voyez qu'ils ont beaucoup... Les Nations unies, là, ce que je veux faire, là, ce que je veux dire pour finir, là, c'est que les Nations unies, c'est pas une mauvaise organisation. C'est juste qu'elle fonctionne pas bien. Il y a des belles choses qui se font dans les Nations unies, mais c'est pas totalement... Il y aurait des choses à changer, puis ça se fera pas. Le Conseil de sécurité fait en sorte que ça marche pas. Les casques bleus, ben, on a eu l'occasion de le voir en regardant le documentaire qu'on n'aura pas le temps de regarder, qu'on pourra pas regarder ensemble. Les Nations unies, les casques bleus, là, imaginez, là, c'est 195 pays qui sont dans une armée. Ils devraient faire peur. On devrait voir ces casques bleus poudre-là, puis avoir terriblement peur d'eux autres. Mais il n'y a personne qui a peur parce que le concept de souveraineté est très important. L'Organisation des Nations unies ne peut pas pénétrer dans un pays s'ils n'ont pas l'accord de ce pays-là. Donc, s'il se passe une injustice, par exemple, je ne sais pas moi, en République centrafricaine, mais ils ne peuvent pas rentrer si la République centrafricaine ne veut pas. Parce que les Nations unies respectent la souveraineté des États. Donc, ils ne sont pas au-dessus des États, ils sont là pour les aider. Fait qu'ils ont beaucoup de possibilités. Ils ont des moyens intéressants, mais c'est une organisation qui fait du surplace. Puis c'est ça un petit peu que je voulais vous montrer. C'est une organisation que vous allez voir, que vous allez souvent entendre parler, mais leur impact n'est pas aussi fort. Et c'est pour ça que Donald Trump va enlever son argent pour l'OMS, puis il ne regardera même pas en arrière, parce que vous allez entendre le Canada, vous allez entendre la France, vont dire « c'est pas une bonne idée, fais pas ça ». Mais il n'y a personne nécessairement qui va taper ses doigts de M. Trump pour avoir fait ça. Bon, voilà. Fait que, on va terminer aujourd'hui avec la présentation des sommets internationaux. Alors, encore une fois, c'est toujours au niveau du pouvoir politique, mais un petit peu en lien avec l'économie quand même. Je veux vous parler très rapidement du G7 et du G8. Parce que, en fait, c'est le G7 parce que le G8, la Russie a été... est encore au banc de pénalité. Le G7, ça regroupe les 7 plus grands pays de la planète. OK? Donc, les 7 plus grands pays de la planète. Puis, si vous voulez avoir une bonne vision des pays, ben, je vous invite à regarder l'image qui est là, puis à essayer d'identifier. C'est une vieille image, par contre. C'est pas, en tout cas, faites quand même ce travail-là d'essayer de voir quels sont les 7 plus grands. Mais ce sont les 7 pays les plus riches. Vous avez le Canada, vous avez les États-Unis, la France, l'Allemagne. Vous avez le Japon qui est là. Vous aviez avant la Russie qui était présent. Bon, vous voyez, il y a quand même beaucoup de pays. Ce sont les pays les plus riches qui se réunissent à peu près 2 à 3 jours, une fois par année. Ils vont toujours se promener de pays en pays pour se rencontrer, puis ils vont discuter ensemble de comment... C'est difficile à dire. Ils vont discuter on dit des questions d'économique, sociale, d'éducation, de défense mondiale. Mais ce sont les pays les plus riches de la planète. Fait que c'est sûr que quand ils se réunissent,
Moi, j'appelle ça, c'est comme la réunion au sommet des gens qui vont décider du sort de l'humanité. Parce qu'ils se pensent quand même très, très important. Parce qu'il y a quand même à peu près 195 pays dans l'ONU, il y a 200 pays, environ plus de 200 pays sur la planète. Puis ces 7-là vont se réunir pendant 2-3 jours pour essayer de dicter un petit peu comment fonctionne la planète. Ça me fait toujours un peu rire. Mais il reste que ils font ça, puis il y a toujours beaucoup, beaucoup de manifestations quand le G7 se rencontre. Puis il n'y a pas juste le G7 également, il y a également le G20. Le G20 qui a été créé en 1999 pour faire face aux crises financières. Puis ça va inclure les 7 pays du G7 plus 12 pays en développement. OK? Fait que vous les avez ici, là, le groupe des 7, là, donc l'Allemagne, le Canada, États-Unis, France, Italie, Japon. Ça fait toujours rire un petit peu le Japon parce que c'est pas un pays très riche, ils sont même en crise financière depuis longtemps. Mais en tout cas, Royaume-Uni et vous avez également l'Union européenne qui sont séparés. Puis si vous voulez avoir le groupe du G20, ben vous voyez Afrique du Sud, Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, États-Unis, France, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Royaume-Uni, Russie, Turquie, Union européenne. Donc, vous comprenez que c'est le G20, il est beaucoup, beaucoup plus représentatif, selon moi, de la diversité économique du monde que le G7. Mais bon, dites-vous que les deux existent. Donc, le G20 a été créé en 1999, puis il est beaucoup plus représentatif que le G7. Puis on essaie de discuter, mais là, cette fois-ci, vous avez les pays riches avec des pays en développement. Je ne dirais pas des pays pauvres, mais des pays en développement qui vont discuter. Fait que vous voyez que c'est des pouvoirs. C'est pour ça qu'on dit que c'est des organisations de pouvoir. Comme l'ONU, c'est des pays qui vont se réunir pour essayer de parler, communiquer, de voir un petit peu comment en fait, vérifier si tout se passe bien sur la planète. Au niveau économique, vous avez le G7 et le G20 qui se rencontrent à quelques reprises pour pouvoir discuter de comment les choses vont se passer. Puis pour terminer ce cours-ci, il y a un vidéo que je vous invite à aller voir à la fin de cette présentation-là. Tu sais, parce que je vous disais que le G7 et le G20, il y avait toujours des manifestations à la fin. Bien là, vous avez une belle vidéo qui vous présente une manifestation, je pense que c'était lors du G20 qui a lieu il y a une dizaine d'années à Toronto. Pourquoi est-ce qu'on a toujours des manifestations? Mais n'oubliez pas que le G7 et le G20, ça réunit les pays les plus riches, ça réunit donc l'idée du capitalisme, de l'entrepreneuriat sauvage. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont contre toutes ces valeurs-là. Et il va toujours avoir de grandes manifestations. C'est toujours un moment très intense pour les gens qui vivent dans ces villes-là pendant ces rencontres-là. Mais donc là, vous allez voir, c'est une très belle vidéo, c'est très bien fait sur les manifestations qui ont lieu. Écoutez, c'est en quelle année? Attendez, on va juste repartir la vidéo très rapidement. C'est ça, c'était le sommet du G20 en 2010. Fait que vous irez voir ça, c'est très, très intéressant. Je trouve que ça vous représente bien les difficultés des fois que les gens, les protestations que ces rencontres-là peuvent avoir. Ben voilà, mesdames et messieurs, mais voilà, c'est ce qui met fin à notre présentation aujourd'hui.